Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, terrible drame familial à Guidère dans la région du Nord. Un terrible incendie décime 13 membres d'une même famille. Les victimes étaient plongées dans leur sommeil lorsque le drame s'est produit. La scène macabre ébranle la ville de Guidère. La France hausse le ton face au Cameroun après le maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto. Le patron de la diplomatie française affirme que Paris demande la libération de toutes les personnes arrêtées à la suite des manifestations politiques au Cameroun et exige également des gestes d'apaisement pour pouvoir donc calmer les tensions au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est ce qu'on appelle une tragédie. Un incendie éclate dans un domicile et ravage tout sur son passage, tuant 13 occupants d'une maison, tous des membres d'une même famille. La scène macabre se déroule à Guidère dans la région du Nord. Ils ont été surpris dans leur sommeil par les flammes. L'incendie meurtrier s'est déclaré dans la nuit du jeudi à vendredi. Selon des sources, l'origine des flammes serait due donc à une bougie allumée par un des membres de la famille après une coupure d'électricité. Le seul survivant, un petit garçon de 10 ans, il a réussi donc à s'échapper par le toit. Il s'en sort avec quelques blessures. Une enquête est ouverte pour voir clair sur ce drame qui plonge une famille et même la localité de Guidère dans la douleur et la tristesse en cette veille de fête de fin d'année. Je vous le disais en titre, au regard du maintien en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto, la France monte au créneau. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a donc affirmé que Paris demande la libération de toutes les personnes arrêtées à la suite des manifestations politiques au Cameroun et exige également des gestes d'ouverture afin d'apaiser les tensions et rétablir la confiance sur la scène politique. Nous l'écoutons. Sur la situation de M. Kamto, plusieurs m'ont posé cette question, y compris à la fin de mon intervention, tout à l'heure Mme Poletti aussi, M. Wazerman sur le Maurice Kamto. Nous avons des positions très claires sur la nécessité de faire en sorte que la démocratie fonctionne au Cameroun. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne serais pas allé au Cameroun si M. Kamto n'avait pas été libéré. J'ai attendu qu'il soit libéré pour me rendre au Cameroun. Et à l'époque où j'y suis allé, nous étions dans une phase d'accalmie. Des libérations étaient intervenues, dont celle de Maurice Kamto. Mais la situation s'est de nouveau tendue, vous avez raison de le dire, depuis le mois de septembre. Et donc nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives de gestes d'ouverture pour rétablir la confiance sur la scène de la politique intérieure et qu'elles libèrent les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations à caractère politique. Le président de la République l'a rappelé, je crois que c'est Mme Poletti qui l'a rappelé ou M. Wazerman, dans un interview à Jeune Afrique il y a quelques jours. Et nous sommes dans cette logique-là. Ces messages sont très fermes à l'égard des autorités camerounaise. Sur le Mercosur. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, les entreprises nationales expriment leur gêne au pouvoir public, fragilisé dans un environnement économique défavorable et n'ont pas l'attention du gouvernement dans la réalisation des grands chantiers d'infrastructures au Cameroun. Ceci étant donc la quasi-exclusivité des grandes firmes internationales. Elles demandent au gouvernement de leur accorder plus de place s'ils veulent favoriser l'émergence des champions au Cameroun. Des préoccupations soulevées ce jour à Douala au cours de la visite du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganoundou Messi. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamgam. C'était un échange à bâton rompu entre le ministre des Travaux publics et le secteur privé. Pour les travaux d'infrastructure à financement international, très peu d'entreprises camerounaises sont retenues pour leur réalisation. Aux yeux du JICAM, c'est une incongruité à corriger. Chez nous, on entend par sous-traitance, je vais juste faire une caricature, lorsque les grandes firmes viennent des marchés,
Je vais prendre l'exemple des stades. Dans le cadre de sous-traitance, elle va vous demander à l'entreprise nationale de planter des gazons. Je ne pense pas que planter des gazons, on partage véritablement cette richesse. Réaction d'Emmanuel Nganoundjoumessi, les entreprises nationales font face, lorsqu'il s'agit de grands travaux, d'un déficit de ressources financières, de capacités techniques et humaines pour supporter les exigences requises. Les moyens financiers de celles-ci, pour la plupart des PME, ne couvrent pas le fonds de roulement qu'appellent leurs engagements. Les moyens humains qualifiés sont tout aussi insuffisants. Ce qui les oblige bien souvent à faire appel à un personnel de circonstance. Pour les patrons d'entreprises opérant dans le secteur des bâtiments et travaux publics, le gouvernement doit faire confiance aux entreprises nationales. C'est un challenge s'il veut donner sens à son slogan Cameroun First, contenu dans sa stratégie de développement sur la période 2020-2030 afin de bâtir des champions nationaux. Je crois que oui. C'est davantage parce qu'on ne nous fait pas confiance que nous sommes encore un peu à la traîne. Donc si on nous fait confiance, qu'on nous mette au défi, et je crois que ça ira. Je suis même convaincu que ça ira. Donc on demande qu'ils regardent ces conditions de qualification pour que les entreprises nationales puissent aussi accéder à ces marchés financement international qui sont plus intéressants. Le ministre des Travaux publics relativise la polémique que soulèvent les coûts de réalisation jugés exorbitants des chantiers routiers au Cameroun, 6 milliards de francs CFA le kilomètre pour l'autoroute Douala-Yaoundé, 3 milliards pour l'autoroute Yaoundé-Simalène. Emmanuel Nganoundjoumessi a engagé le secteur privé à travailler avec lui sur les matériaux alternatifs au bitume jugés très chers. La voie de l'asphalte issue de la transformation des déchets plastiques est fortement évoquée par le membre du gouvernement. À la suite de cette plainte, le ministre Emmanuel Nganoundjoumessi parle du cadre réglementaire d'implication des entreprises nationales à la réalisation des grands marchés dans les infrastructures routières au Cameroun. Nous l'écoutons. Quand nous avons un financement conjoint que nous partageons donc avec un partenaire étranger, ce sont les règles de ce partenaire qui prévalent dans le choix du partenaire technique qui doit réaliser l'infrastructure. Ce que nous faisons dans ce cas-là, c'est que le co-contractant qui sera choisi, conformément à ces règles, puisse à tout le moins travailler avec des entreprises camerounaises en matière de sous-traitance. Et nous insistons là-dessus, nous avons une quantité de sous-traitance minimale qu'il faut réaliser. Quand il s'agit d'un financement interne, ma foi, la préférence nationale s'exerce. Vous n'avez qu'à voir la mobilisation des entreprises de travaux publics et qui sont des entreprises nationales qui travaillent sur les axes routiers financés par le gouvernement. Et dans le secteur de l'eau et de l'énergie, les tensions demeurent vives. Des syndicats de travailleurs s'insurgent contre la suppression de la prime de près de 50 employés de la CamWater. Donc après la grève avortée du 6 novembre dernier, c'est désormais le bras de fer qui règne entre les deux parties. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chona et Cédric Dine. 3 employés sur 8 de la CamWater ont subi un retrait de leur masse salariale à hauteur de 25%. Des chiffres qui révoltent et préoccupent au plus haut point le syndicat national autonome des travailleurs de l'eau, de l'énergie et des mines du Cameroun. Plus spécifiquement pour l'entreprise CamWater dont nous avons parlé aujourd'hui, le Covid a énormément paralysé l'activité de cette entreprise. Nous sommes conscients. Mais ce n'est pas une raison pour que les chefs d'entreprise n'adressent pas les questions des travailleurs. Il y a 52 personnes donc, qui ont vu leur salaire complètement pensionné, et illégalement d'ailleurs, parce que le conseil d'administration est l'organe de délibération des décisions de l'entreprise, mais n'est pas la loi. Donc, nous exhortons le DG de revenir sur cette disposition. Avec à côté de cela, le non-paiement de la dette sociale due aux employés du secteur de l'eau qui sont sur la sellette à l'approche des fêtes de fin d'année. Parmi d'autres problèmes sont les questions d'ordre interne. Il faut assainir le climat social qui est complètement pourri. Et nous exhortons les chefs d'entreprise à s'y adresser, à s'y atteler. Sinon, nous courons vers la catastrophe. Autant de problématiques qui ont été au centre d'une conférence organisée par le Sinatec, avec, selon le syndicat, une 50aine d'employés de l'ex-camerounaise des eaux qui ont vu leur prime technique retenue au moment de la fusion avec la CamWater.
Une résolution de la nouvelle administration que le syndicat des travailleurs qualifie d'abusive et de contraire au Code du travail. Pour que vous compreniez l'absurdité de la chose. C'est normal que lorsque vous n'êtes plus responsable, votre salaire diminue. Mais lorsque vous avez négocié votre salaire au départ, que l'on vous serve moins du tiers aujourd'hui de ce que vous avez négocié au départ, je ne sais pas si la loi autorise ce type de choses. La menace d'une grève généralisée a même été brandie par ces derniers le 6 novembre pour contester la suppression de ces primes. Tout n'est pas perdu. Les syndicats ont certes levé le mot d'ordre de grève, mais c'est pour mettre le DG à l'épreuve. Nous nous donnons un peu de temps pour voir si il était vraiment de bonne foi. S'il n'est pas de bonne foi, nous allons retourner. À ce moment-là, on ne viendra pas se plaindre que nous avons porté l'affaire peut-être hors du Cameroun. Parce que tu peux adresser cette question même à l'OIT si c'est possible. Suspension et non suppression, rétorque le directeur de la communication de Camwater lors d'un entretien hors caméra à nous accordé par ce dernier qui se base sur un document produit par l'administration et renchérit en disant que l'affaire est en suspens auprès des juridictions compétentes. Ainsi, la suspension de 25% de salaire aux 52 cadres affectés relèverait de la résolution numéro 37 du 22 décembre 2018 du Code du travail et sont par conséquent dénués de tout fondement juridique. Ce dernier soutient également que la grève annoncée puis avortée du 6 novembre dissimule un agenda caché du syndicat des travailleurs. Une affaire qui n'a visiblement pas livré son épilogue car le syndicat a déposé un recours auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et compte bien obtenir gain de cause. C'est une pratique répréhensible, sauvage et même punie par la loi, pourtant qui prospère au Cameroun. Il s'agit de la justice populaire. Les causes principales et les solutions pour y remédier sont contenues dans un ouvrage de 152 pages de jeune auteur camerounais Boris Menunga. Dans une démarche scientifique, il démontre que le phénomène persiste à cause de la crise de confiance entre les populations et la justice camerounaise. Note de lecture dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. Des personnes accusées de forfaits divers et lynchées dans la rue. La justice populaire est un phénomène bien connu au Cameroun. Dans un travail scientifique, Boris Menunga traite de ce phénomène social dans son ouvrage intitulé « La justice populaire au Cameroun ». 152 pages pour définir dans un premier temps les causes fondamentales de cette pratique. Il y a comme un manque de confiance entre la justice institutionnelle et les populations camerounaises. On penserait que les populations camerounaises ne font pas véritablement confiance en partie à la justice. C'est pourquoi ils décident de se rendre justice eux-mêmes. À côté de ça, on peut avoir des causes liées à la pauvreté, on peut avoir d'autres causes, mais seulement il s'agit également de dire ici que malgré tout, il y a des mécanismes mis en place, il y a des efforts faits pour essayer de contenir cette pratique malheureuse et regrettable dans notre pays. Cette conclusion, selon l'auteur, s'appuie sur une enquête menée auprès d'1 millier de personnes dans les 2 principales villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. Et si ce phénomène persiste, c'est prioritairement à cause de la méconnaissance par les auteurs de la justice populaire des peines qu'ils encourent. La solution est de sensibiliser, parler véritablement de cette pratique regrettable. Et ce que je propose fondamentalement dans l'ouvrage, c'est un mode alternatif. Un mode alternatif qui pourra, à défaut déjà de retravailler la justice institutionnelle pour amener les Camerounais à avoir confiance en leur justice. L'ouvrage « La justice populaire au Cameroun », après l'état des lieux, s'inscrit dans une démarche de sensibilisation contre ce phénomène. Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le taux de mortalité maternelle et infantile inquiète dans la région du centre. Les femmes, notamment enceintes, rechignent à suivre leur grossesse normalement chez le médecin. Plus grave, désertent les formations sanitaires depuis la survenue de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Pour inverser donc la courbe inquiétante, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Yaoundé. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. Avant le Covid-19, ce n'était déjà pas la grande ruée vers les formations sanitaires. Mais depuis le mois de mars, où le premier cas a été notifié au Cameroun, les populations ont carrément déserté les hôpitaux, ce qui représente un risque énorme pour la santé de la mère et de l'enfant. Cet éloignement des formations sanitaires risque d'aggraver cette mortalité à la fois des mamans, des nouveau-nés
et surtout de nouveau-nés prématurés. Nous savons que le nouveau-né prématuré a besoin de soins particuliers et il doit être gardé au chaud. Et lorsque cet enfant naît à la maison, les dispositions ne sont pas suffisamment prises pour préserver sa vie. Nos formations sanitaires ne sont plus fréquentées. Ça fait que la situation de la santé de reproduction s'est aggravée puisque les mamans ne font plus de visites prénatales, les enfants ne sont plus vaccinés, les enfants ne sont plus suivis, ce qui a aggravé la mortalité infantile et maternelle. C'est fort de ce malheureux constat que les responsables de la délégation régionale de la santé publique ont décidé d'aller vers les populations, prioritairement les femmes et les jeunes filles, pour leur rappeler l'impérieuse nécessité de se rendre dans les formations sanitaires. Il y va de la santé de la mère et de l'enfant. L'avantage pour moi, c'est de connaître ce que je ne savais pas, c'est de recevoir, d'apprendre ce que j'ignore. L'atelier de vaccination pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Nous avons un atelier qui offre les examens de laboratoire gratuitement. Nous avons un atelier de consultation prénatale. Nous avons aussi un atelier de planification familiale. Cette campagne d'information et de sensibilisation est d'autant plus importante que le taux de mortalité maternelle et infantile ne cesse d'inquiéter, notamment dans la région du centre. Même s'il y a eu une baisse sur le plan global, au niveau de la région du centre, nous constatons toujours que cette mortalité reste préoccupante. L'année dernière, nous avons eu 188 décès de femmes suite à la grossesse. Cette année, nous sommes déjà à 124 femmes décédées de suite de grossesse. Et il faut également remarquer que les décès des nouveau-nés restent élevés. Nous avons déjà à peu près 1500 nouveau-nés qui sont décédés depuis le 1er janvier. Ici, au quartier Tougébé 2, point de lancement de la campagne de sensibilisation, l'accent a été davantage mis sur la gestion de la grossesse, période hautement délicate avec laquelle la femme ne doit pas jouer. Il était donc question de sensibiliser notamment les femmes pour qu'elles recommencent, qu'elles reprennent l'habitude d'aller dans les centres de santé, d'aller dans les formations sanitaires pour le suivi qui est indiqué dans ces formations-là. Si aujourd'hui nous avons des femmes qui meurent en donnant la vie parce qu'elles n'ont pas été suivies, vous savez, c'est une situation tragique. La santé de la mère et de l'enfant n'a pas de prix, d'où la nécessité de se rendre dans les formations sanitaires afin de bénéficier de l'offre de soins disponibles et ainsi limiter la mortalité maternelle et infantile. Dans le reste de l'actualité, dans le département d'Union Ekele, région du centre, les Bambok s'indignent de ce que leur autorité est de plus en plus bafouée au Cameroun. Bien pourtant, ils estiment qu'ils jouent un rôle important dans le fonctionnement de la société. Bien plus, ils se disent inquiets face aux cultures étrangères qui gagnent du terrain dans le pays. Le reportage de Joël Niem, Isabelle Carole Zopet. L'autorité des gardiens de la tradition, ou encore des Mbambok, jadis forte et étendue, est aujourd'hui bafouée, selon eux. Ces monarques ont l'impression de ne plus occuper la place qu'ils avaient dans le passé. C'est donc pour œuvrer pour leur rayonnement et faire valoir la fonction qu'ils occupent dans la préservation de la culture qu'ils ont tenu une assemblée générale à Kendikok, dans l'Union Ekele. Nous avons donc constaté que le Mbok était en train de chuter. Et nous, on a analysé les mobiles de ce déclin et on a donc confié ce travail aux responsables des lignages pour comprendre pourquoi ce déclin et trouver des voies et moyens pour relever le Mbok pour des millénaires encore avant que ça ne rechute. Durant leur échange, un accent a été mis sur la sauvegarde de la culture camerounaise qui se meurt au profit de celle étrangère. Et pour y parvenir, des résolutions ont été prises et des parents, eux aussi, interpellés. Une des résolutions, c'est promouvoir nos langues et nos cultures. Ça, c'est une autre des résolutions. Sinon, on va se perdre. Et cette interpellation va surtout au niveau des génitrices. On a adopté de mettre en place une équipe qui va diriger désormais la confrérie Mbok Matou. Ces gardiens de la tradition entendent eux aussi assainir ce milieu gangréné par des personnes qui n'ont pas toujours les compétences requises pour assumer pleinement leurs fonctions de Mbambok. Ces Mbambok se sont donné rendez-vous dans 3 mois pour évaluer leurs travaux.
Évoquons à présent cette cérémonie de récompense des jeunes talents ainsi que des acteurs économiques dans les différents secteurs d'activité annoncés dans les prochains jours au Cameroun. La performance managériale, la contribution à l'essor du tissu industriel et même l'éveil et également leur engagement citoyen à l'éveil des consciences et la mission d'éducation et d'information des citoyens ont emmené des organisations telles que Boulevard 237 à primer l'excellence et le mérite camerounais. En prélude à cet événement, je vous invite donc à suivre le président du jury, Chantal Kambiwa, ainsi que Alex Foggy. La particularité du boulevard 237 est fait en sorte que c'est un concept événementiel éducatif pour la population, pour pousser les meilleurs, pour améliorer nos secteurs d'activité et faire en sorte que les personnes puissent se dépasser pour donner le meilleur d'eux-mêmes au profit de la population. 237, c'est le Cameroun dans un seul événement. Lors de la deuxième édition, on avait pratiquement 10 catégories en compétition. Nous sommes passés de 10 à 16 catégories. Vous comprenez que donc nous sommes dans une mouvance permanente de l'innovation et de l'accroissement de tous les composantes de la société camerounaise pour davantage justement respecter notre slogan qui est tout le Cameroun dans un seul événement. Même de par la qualité de nos diplômes de mérite qui seront remis ce jour-là, vu même seulement les dimensions de ces diplômes, les trophées qui seront remis, ceci rentre également dans les innovations de cette troisième édition du boulevard 237. Un plan quinquennal pour le développement de la Chine, il a été donc arrêté à l'issue du 19e congrès du Parti communiste chinois. Entre 2021 et 2025, le gouvernement chinois va orienter ses projets vers les secteurs agricoles et même culturels. Le reportage de Aïe Cyril. Pour la seule année 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont généré 208,7 milliards de dollars US, alors que le stock des investissements directs chinois en Afrique a atteint 49,1 milliards de dollars américains. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui donne ces chiffres à la faveur de la célébration du 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine, précise que sur le plan des infrastructures de transport et autres, l'Afrique a bénéficié de plus de 6 000 km de chemins de fer et plus de 6 000 km de routes construits par la Chine. L'Empire du Milieu a également construit plus de 20 ports en Afrique et procédé à l'installation de plus de 80 unités de production électrique de grande taille. Grâce à la coopération sino-africaine, en 20 ans, l'Afrique a vu pousser sur son sol plus de 130 formations sanitaires, 170 établissements scolaires et 45 stades. La Chine affirme également avoir fourni environ 120 000 bourses gouvernementales et créé 61 instituts Confucius en partenariat avec 46 pays africains. 21 000 professionnels de santé chinois ont prodigué des soins à environ 220 millions de personnes dans 48 pays africains. Si en 2014, plus de 1000 médecins et infirmiers chinois ont volé au secours des pays de l'Afrique de l'Ouest, alors frappés par l'épidémie d'Ebola, depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, la Chine se tient aux côtés de l'Afrique pour combattre le Covid-19. Mais le point culminant de la coopération sino-africaine ces 20 dernières années est la construction du centre de conférence de l'Union africaine. Le conseiller d'État, ministre chinois des Affaires étrangères, conclut qu'en 20 ans, le Forum sur la coopération sino-africaine aura contribué considérablement au développement commun de la Chine et de l'Afrique. Pour les 20 prochaines années, la République populaire de Chine propose au continent africain une nouvelle dynamique qui repose sur 4 grands axes, à savoir renforcer la solidarité afin de construire une communauté d'avenir encore plus solide, surmonter les épreuves pour construire une communauté de santé Chine-Afrique pour tous, mener une coopération gagnant-gagnant pour le développement de la Chine et de l'Afrique, assumer les responsabilités afin de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité.
Et voilà qui nous conduit à l'actualité hors de nos frontières. Cet officiel depuis hier, Roch-Marc Christian Kaboré, a été réélu à la tête du Burkina Faso avec 57,87% de suffrages exprimés. Le président réélu entend ainsi donc prôner l'apaisement durant ce nouveau mandat. Et en France, 3 policiers ont été suspendus après une nouvelle bavure policière. Une scène du rat-violence, des images insoutenables de vidéos de surveillance montre un homme noir qui se fait rouer de coups par 3 policiers. Des voix se sont élevées donc pour dénoncer un acte barbare. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat, Julien Berthe-Bissaï. À l'issue du premier tour de la présidentielle au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré remporte haut la main et rempile pour un second mandat. Candidat à sa propre succession, il s'est imposé avec 57,87% de suffrages devant 12 autres candidats, parmi lesquels Edi Komboigo du Congrès pour la démocratie et le progrès et Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition. Peu après la proclamation des résultats provisoires, le président élu annonce ses priorités majeures. C'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Conscient de la crise sociopolitique que traverse son pays, Roch-Marc Christian Kaboré promet une concertation permanente avec l'opposition. En attendant la validation des résultats de ce scrutin par le Conseil constitutionnel, l'opposition réaffirme sa volonté de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso. Je fais confiance aux institutions judiciaires de mon pays. Et s'il est validé, certainement que je vais le féliciter. Ce qui importe pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui importe pour nous, c'est la paix au Burkina Faso, la réconciliation nationale et le développement de notre pays. À Paris, en France, l'affaire fait grand bruit. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on peut voir un homme tabassé à coups de matraque par 3 policiers alors qu'il revenait de son lieu de travail. Michel, producteur de musique, est accusé d'avoir violé une mesure barrière, notamment le port du masque de protection. L'incident est survenu au moment où la France tout entière est en reconfinement pour faire face à la 2e vague de contamination de Covid-19 qui fait des ravages en Europe. Après cette scène de violence, Michel est gardé à vue pendant 48 heures pour violence sur autorité publique. Cette bavure policière sur un noir a conduit le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin à ordonner l'arrêt des poursuites contre Michel. Ses bourreaux policiers sont suspendus. Et signalons la suite de ce reportage que le président français Emmanuel Macron s'est donc dit choqué par ces images de 3 officiers de police en train de tabasser un homme noir. Le président français, après un entretien avec le ministre de l'Intérieur, a donc ordonné que des sanctions soient donc prononcées notamment contre ces policiers impliqués. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, justement, après Emmanuel Macron, le président français, c'est au tour de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, de demander des gestes d'ouverture au président Biya, parmi lesquels la libération des personnes arrêtées lors des manifestations du 22 septembre dernier, Nadine Yambou. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. Rendez-vous lundi. Vendredi 20h. Vendredi. Voilà, rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi 20h. Vous avez dit 20h. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est la partie réservée au début du journal, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, Charles Ndjikam, Serge Mebikoy et le professeur titulaire Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi.